Et ben c'est parti pour ce nouvel épisode de On te parle app. Et ben déjà merci Greg d'avoir accepté l'invitation. Merci Guyane, je suis content d'être là. Et alors on sort du resto, donc on a déjà un peu discuté, donc on va enchaîner un peu cette discussion. Pour rappel, On te parle app, en gros ça va être des discussions autour des applications mobiles, donc un peu d'app, où je vais avoir des devs, je vais avoir un peu de gens plus dans le marketing. Et le but c'est un peu de vulgariser un peu les apps mobiles et puis rendre ça plus simple pour tout le monde. Et puis en parler aussi un peu aux devs, quoi. Donc, voilà. Pour ceux qui veulent se lancer, pour ceux qui ont déjà une app, rendre ça plus simple et plus clair. Voilà un peu pour On te parle app. Avant de commencer, question classique, tiens Greg, qui est Greg l'hôtelier? Très bonne question, effectivement. Donc moi c'est Greg, j'étais développeur iOS pendant un peu plus de 10 ans dans des startups à Paris, à New York. Et il y a 5 ans de ça, j'ai arrêté le dev pour monter un cabinet de recrutement spécialisé dans les développeurs mobiles. Ok. Donc alors forcément c'était un métier que je connaissais bien pour l'avoir fait pendant plus de 10 ans. Je m'occupais déjà à l'époque pas mal d'organisation d'événements, de meet-up, de conférences, etc. Donc je connaissais pas mal de monde dans l'écosystème. Et donc ça a été un peu le point de départ pour moi de arrêter le dev, que je voulais arrêter de toute façon, pour partir sur un projet entrepreneurial et en l'occurrence par le scope du recrutement. Ok. Donc aujourd'hui tu fais plus du tout de dev. Alors j'ai arrêté complètement le dev, ouais, effectivement il y a 5 ans. Je continue à dev des petits trucs à droite à gauche, soit 2-3 petits projets, side project perso qu'on a tous un peu dans un coin qui traînent à droite à gauche. Ouais. Pas mal aussi pour le tooling en fait, parce que finalement c'est quand même un des atouts qu'on a nous en tant que développeurs. C'est qu'on est quand même capable de faire pas mal de choses de nos 10 doigts et même si on vit à une époque où il y a beaucoup d'outils qui simplifient énormément la vie d'entrepreneur, hein, on va dire tout simplement, des fois cette faculté qu'on a à être capable de créer nous-mêmes les outils sur mesure qu'on veut, c'est quand même hyper pratique. Je continue à taper quelques lignes de code de temps en temps, mais c'est très loin d'être mon activité principale comme ça l'était il y a des années, tout ça. Ok, très bien. Donc dev avant, après boîte de recrutement un peu tech, iOS principalement de ce que je... C'est ça, ouais. Donc vraiment focus sur les profils iOS au début, focus iOS et CDI. Ouais. Et en fait, si tu veux, avec le temps, ce focus a un petit peu changé. C'est élargi à la fois en termes de techno, déjà en partant d'iOS pour aller sur du mobile un peu plus large et aujourd'hui même sur de la tech au sens large. Ouais. Et puis l'autre shift qui s'est opéré, c'est des profils CDI vers les profils freelance. Donc là où finalement mon rôle reste un petit peu le même, celui de la mise en relation entre des entreprises et des développeurs, sauf que là où je le faisais initialement par le biais du CDI, aujourd'hui ça se fait avec des freelances. Et donc pour bosser là-dessus, je bosse avec Chris Chioli qui est un ancien développeur iOS aussi, et on a monté un collectif qui s'appelle Titan. Alors on a monté le collectif à l'été 2023, mais en fait on bosse ensemble sur ce projet depuis 2 ans maintenant. Et donc aujourd'hui, on a à peu près 120 personnes dans le collectif avec des profils plus variés. Donc on a évidemment encore pas mal de développeurs mobiles parce qu'on est de cet écosystème-là. Donc forcément, on a encore pas mal de profils dans le mobile, mais on a aussi beaucoup de profils en data, en back-end, en front, quelques profils product aussi. Ok. Et donc voilà, on fait tourner aujourd'hui ce... Ok, très bien, très très intéressant. On va dire que tu es un peu un des acteurs dans le monde iOS, tu es un peu celui qui est le plus connu, un des plus connus en tout cas en France, j'ai l'impression. On te voit pas mal poster sur LinkedIn notamment, on te voit quand même pas mal dans pas mal de conférences. Tu as lancé aussi une boîte pour faire un peu plus de l'événementiel. Ouais, tout à fait. Ouais. Ça, si tu veux, c'est un peu c'est un sujet qui est un fil d'Ariane pour moi depuis 2015. Où en gros, en fait, c'est ce qui a initié, si tu veux, ma reconversion de développeur entrepreneur. Ça a démarré, l'étincelle a démarré début 2015, quand j'ai assisté à ma première conférence tech, Ouais. qui était .Swift en l'occurrence à l'époque. Et ça a été pour moi une révélation, en fait, de me retrouver avec plein d'autres gens qui avaient les mêmes problématiques techniques que moi, dans un lieu qui était incroyable en plus, etc. C'était où ça? C'était au Théâtre de Paris. Alors non, c'était au Théâtre des Variétés quand ça a démarré, puis c'est parti ensuite au Théâtre de Paris. Donc lieu iconique, des gens qui venaient des quatre coins de la planète, qui découvraient tout juste ce langage, hein, parce que .Swift c'était au lancement du langage de programmation qui a été annoncé par Apple en 2014. Ouais, Cette conférence-là était début 2015, donc le langage avait à peine 6 mois, tout le monde découvrait tout juste cette nouvelle techno. Et donc c'était vraiment fascinant pour moi de voir un peu tous ces gens-là, vraiment des gens hyper inspirants, hyper intéressants et tout. Et donc cet axe de l'événementiel, moi je l'ai gardé depuis, et à partir de cette conférence-là, j'ai commencé à aller à tous les meet-ups possibles, aller à toutes les conférences possibles, en France d'abord et puis après à l'étranger, en tant que participant au début et puis après en tant que speaker, puis en tant qu'organisateur et puis même en tant que sponsor des fois. Donc enfin, je me suis vraiment beaucoup investi sur le sujet événementiel. Et donc j'organise du coup depuis 2016 les meet-ups iOS à Paris et on s'est regroupé avec 2 associés, Simone Civetta et Julien Quéret, qui sont 2 anciens développeurs iOS aussi, pour monter une société qui s'appelle Tech Connection, avec laquelle aujourd'hui
continue à organiser notre conférence iOS historique qui s'appelle Swift Connection. Ok. Et on a lancé 2 nouvelles conférences en 2023, une sur Flutter, une sur React Native. Et là, en 2024, on en lance une autre sur React en plus. Ok, pareil, c'est toujours du Flutter Connection, React Native Connection, c'est un truc comme ça, ouais. Voilà, on a beaucoup travaillé le naming. Ouais. Mais si tu veux, le nom de la boîte à la base Tech Connection, c'est vraiment les 2 gros axes qui nous animent. C'est-à-dire que à la base, on se réunit pour parler de tech. Donc c'est vraiment des sujets techniques de développement assez pointus. Et puis Connection, parce que pour nous, c'est vraiment central. Ces événements-là sont vraiment les moments pendant lesquels les développeurs peuvent se réunir, peuvent se rencontrer, peuvent quitter leur écran en fait. Ce qui arrive pas fréquemment dans le métier de développeur. Et pour nous, c'est d'autant plus une réalité que nous 3 associés, on s'est rencontrés pendant des meet-up et des conférences en fait. Et donc c'est pour ça qu'on continue à promouvoir à travers les événements qu'on organise aujourd'hui, à la fois évidemment le savoir technique, mais aussi ces opportunités qu'on espère proposer à nos participants de rencontrer des gens avec lesquels peut-être que demain ils travailleront, peut-être que demain ils monteront une société, peut-être que demain ils feront des projets incroyables ensemble. Et ça, pour nous, c'est hyper important de pouvoir proposer ce lien, en fait, qui manque souvent. Ok, intéressant. On en parlait un peu ce midi et tu me disais, il y avait une métaphore que j'aimais bien. C'était quoi que le développeur, il a décidé de parler à une machine et pas à un humain. J'ai bien aimé quand tu as dit ça. Alors ça, c'est une phrase que je sors assez souvent, mais c'est vrai qu'un développeur, c'est quand même quelqu'un qui, consciemment ou inconsciemment, a préféré parler à des machines qu'à des humains. Ouais. Et ça, pour le coup, ça a des impacts derrière sur comment tu vas pouvoir faire évoluer ta carrière. Même si tu veux rester que dans le dev en fait, c'est-à-dire que, alors évidemment, pour en parler par la suite, il y a des développeurs qui ont d'autres ambitions, qui veulent se lancer en freelance, qui veulent monter des sociétés, etc. Mais même si ta passion pure, c'est le développement, si tu te coupes des autres personnes qui font ce métier-là et qui sont potentiellement des sources d'information, des sources d'inspiration, etc., tu vas pas avancer aussi vite que tu le voudrais. Donc il y a vraiment ce besoin. Alors je sais que c'est une torture pour beaucoup de développeurs d'aller dans des événements, de parler aux gens, d'avoir ce côté un peu social qui n'est pas la qualité première qu'on va connaître aux développeurs. Mais derrière cet effort-là, il y a vraiment une immensité de possibilités. Et c'est pour ça, encore une fois, que ce soit à travers un mode d'événementiel ou d'autres projets, j'incite toujours les devs à essayer de faire autre chose que juste des lignes de code, parce que c'est vraiment souvent comme ça qu'ils vont pouvoir progresser, découvrir des trucs assez incroyables. Pour te donner un exemple là-dessus, moi, j'ai le sentiment, à titre personnel, que ma carrière de développeur, j'ai plus appris sur mon métier de développeur les 6 premiers mois, quand j'ai arrêté le dev, donc début 2019 pour monter ma boîte, j'ai plus appris sur le métier de développeur à ce moment-là que les 2 ou 3 années d'avant. Ok. Parce que quand tu as quoi, du coup parce qu'en gros, quand t'es dans le quotidien du dev et que tout ce que tu fais, c'est produire du code, fixer des bugs, implémenter des features, etc., évidemment, tu t'améliores. Tu t'améliores sur tes capacités techniques, tu réfléchis plus vite, tu connais plus de choses, plus de frameworks, plus de patterns, ce que tu veux que tu vas pouvoir appliquer et qui vont te permettre d'avancer mieux. Mais en fait, t'as un peu des œillères, en fait. T'as le nez dans le guidon, t'es sur ton truc. Et des fois, le fait vraiment de step back, de prendre un pas de recul pour avoir une vision un peu plus large, ça aide énormément. Et c'est vrai que s'il y a un conseil que je pouvais donner à tout développeur, c'est essayer un moment dans votre carrière de faire un break de 3 mois, 6 mois, que ce soit pour monter une boîte, que ce soit pour voyager, que ce soit pour faire n'importe quoi. En fait, le fait d'avoir cette coupure-là va permettre de prendre le recul nécessaire pour se rendre compte des fois de certains biais qu'on peut avoir en tant que développeur. Ouais. Une certaine fois un peu d'obstination, des choses comme ça. Et c'est vrai que se reconfronter à un monde un peu différent, à un monde un peu plus réel, des fois tout simplement, c'est clair. C'est un super exercice que je recommande vraiment. Ouais, c'est clair. Ouais. Il y a encore beaucoup cette image du dev geek un peu qui parle à personne et tout. En fait, ouais, moi aussi, je me barre un peu contre ça, contre cette image-là, parce que finalement, le dev qui va s'ouvrir un peu plus, il va être meilleur parfois en design, il va s'ouvrir un peu plus, aller voir un peu ce que les designers font. Parfois en marketing aussi, il va voir un peu comment vendre son app et tout, et c'est vachement intéressant. C'est vachement intéressant et ça manque aujourd'hui. Ouais, ça manque pas mal. Et puis alors, c'est vrai que je pense qu'on a un atout aussi, nous qui venons du monde du dev mobile. C'est que du dev mobile, c'est du dev front. Donc c'est quand même du dev dont ce que tu produis va être vu par l'utilisateur. Ouais. Donc indirectement, ça nous donne quand même un œil, et en particulier pour les gens qui viennent de l'écosystème iOS, où derrière, tu as quand même la validation Apple qui est très sévère, sur laquelle il faut vraiment s'aligner sur les guidelines pour que tout soit bien positionné en termes du UX, en termes du UI, etc. Ouais. Et donc ça, j'ai l'impression quand même que ça nous donne, à nous développeurs front, à nous développeurs mobiles, à nous développeurs iOS, un œil qui est un peu plus affûté sur ces sujets-là et qui du coup est une passerelle potentielle plus facile vers des métiers comme le produit, comme le design, comme l'entrepreneuriat aussi tout simplement, parce qu'on a cette sensibilité-là de comprendre aussi et de se mettre un peu plus à la place de nos utilisateurs
par comparaison, par exemple, avec des développeurs back-end qui vont être peut-être plus focus sur des problématiques de performance, de sécurité ou des choses comme ça, mais qui sont moins, on va dire, en direct avec l'utilisateur, effectivement. Donc en soi, j'ai le sentiment qu'on a ces capacités-là, qu'on a ce goût-là, mais c'est vrai que très souvent, il manque cette petite étincelle qui va permettre à des devs de sortir un petit peu de leur zone de confort, qui sont généralement ces lignes de code, pour aller creuser un petit peu les autres sujets que tu évoquais, du market, de la com, etc., pour justement un peu s'ouvrir les yeux et puis de transformer un truc qui n'est juste qu'une app en quelque chose qui est un service, qui est un produit qui se vend, qui marche, qui est utilisé, etc. Ok, très bien. Très bien, ouais, je vois un peu l'idée, ouais. Alors, on a divagué un peu, je voulais parler un peu de toi. Ouais. J'ai lu un peu 2-3 trucs, j'ai regardé un peu ce que j'ai pu trouver. Généralement, je regarde un peu les invités, ce que j'ai pu trouver sur eux. J'ai vu que tu as bossé en tant que dev pour l'armée de terre. Oui. Qu'est-ce que tu as fait à l'armée de terre, pour l'armée de terre? C'est une très bonne question. J'ai fait mes études à Dauphine et j'avais choisi exprès un cursus dans lequel je pouvais faire mon master les 2 dernières années en alternance. Pour moi, c'était hyper important de commencer à bosser le plus tôt possible. Ouais, l'alternance, c'est top. Ouais, moi, c'est un format qui m'a beaucoup plu. C'est quelque chose. Alors, c'était même sous la forme de l'apprentissage en l'occurrence. Et c'est vrai, quand tu parles d'apprentissage, tu as souvent l'image de quelque chose de très manuel, des gens qui vont faire de la mécanique, de la boulangerie ou des choses comme ça. Non, ça existe aussi dans les métiers de la tech. Et moi, j'avais vraiment voulu axer mes études pour pouvoir commencer à bosser le plus vite possible. Et cette solution-là m'a permis de le faire. Et ça a été, cette expérience était hyper enrichissante parce que, alors, c'était un format où j'étais un mois en cours, un mois au taf. Ouais. Et donc, je bossais pour l'armée de terre. Et dans une section assez rigolote qui faisait de l'étude de résistance des bâtiments. Donc, en gros, tous les week-ends, ils partaient sur des gros champs vierges. Okay. Ils allaient faire exploser des kilos et des kilos de TNT ou tirer à la Kalachnikov sur des vitres ou sur des portes pour tester la résistance de tous ces matériaux, de tous ces bâtiments, toutes ces parois. Et donc, en fait, moi, je bossais avec une équipe qui s'occupait de la partie simulation. Donc, ils s'occupaient avant de faire les tests grandeur nature de qu'est-ce qui se passe quand tu mets 1 kilo de TNT sur un mur en briques. Ils faisaient de la simulation numérique avant. Et donc, ils avaient besoin pour ça de différents outils. Donc, je concevais des outils avec des équipes de physiciens là-bas, en Java, en l'occurrence, qui était le langage que j'utilisais. Et alors, autant ça a été très fun sur le côté, complètement un peu à côté de ce que tu peux imaginer. Moi, il y avait des lance-roquettes qui traînaient dans les couloirs, tu vois. Enfin, c'est quand même un truc assez particulier comme contexte. Ouais. Mais ce que j'ai vu aussi, c'est quelque chose qui m'a vacciné pour la suite, c'est que c'était une grosse boîte qui plus est publique. Alors, enfin là, en plus, on est dans l'armée, donc les process et lenteur vraiment incroyables. Et c'est vrai qu'en fait, même si en soi, je suis assez reconnaissant de cette expérience, j'ai appris des choses. J'ai trouvé ça, de par le côté décalé, assez intéressant. Et ça me fait marrer d'en reparler aujourd'hui. Dans les faits, ça m'a vraiment vacciné par la suite. Et à partir de quand j'ai terminé cette annonce-là, ma carrière jusqu'à maintenant, 15 ans, par la suite, je bosserai jamais plus dans une boîte de plus de 15 ou 20 personnes. Ouais, franchement, grosse boîte. Ouais, moi, pareil. Hein. Par contre, c'est intéressant. Tu vois des process que tu appliqueras ou pas, parce que tu dis, c'est beaucoup trop compliqué. Tu perds beaucoup trop de temps, mais c'est intéressant à faire. Ouais, je pense que ça m'intéresserait plus de revoir ça aujourd'hui, avec le recul que j'ai aujourd'hui. Mais c'est vrai que moi qui sortais de mes études, qui étais même encore étudiant quand j'ai bossé là-bas, ça faisait beaucoup d'étapes d'un coup, parce qu'évidemment, t'avais le côté où c'est une énorme entité, plus des problématiques de sécurité, plus c'est du public. Enfin, ça fait quand même beaucoup de stress. Ouais, c'est horrible. Potentiellement de réglementation, de lourdeur, etc. Mais c'est vrai qu'avec le recul aujourd'hui, je serais curieux, parce que je suis sûr aussi que dans toutes ces lourdeurs, il y en a qui sont forcément justifiées. Il y a des raisons qu'on comprend pas. Et d'ailleurs, ça, c'est aussi, petite parenthèse là-dessus, mais je pense que c'est aussi un des axes sur lesquels je conseillerais beaucoup aux développeurs de partir sur l'entrepreneuriat, c'est que ça permet de prendre beaucoup de recul aussi. C'est-à-dire qu'on a souvent tendance à juger un peu à la va-vite ce qu'on voit de l'extérieur en disant non, ça c'est nul, c'est long, c'est lent, c'est chiant. Et puis en fait, quand tu commences à avoir monté plusieurs sociétés, à avoir par toi-même dû créer un peu tout ce qui fait la base d'une boîte et qui fait qu'elle tourne, tu deviens un peu plus indulgent, on va dire, là-dessus. Et donc, c'est vrai que typiquement, les lourdeurs d'organisation qu'il pouvait y avoir à l'armée de terre, évidemment, quand j'avais 21 ans, ça me paraissait complètement aberrant. Si je devais les revoir aujourd'hui, je pense qu'il y en a quand même pas mal. Intéressant. Ça serait mieux et un niveau d'analyse qui serait un peu différent. Ouais, je comprends totalement. Moi, j'étais en alternance chez Sysplay, on a fait Sysplay, Salto et tout. Ouais. Pareil, des process à mourir. Enfin, c'était insupportable en tant qu'étudiant, quoi. Tu te dis, c'est trop compliqué. Et puis toi, t'as besoin d'apprendre vite, tu vois. Et les process, c'est un truc qui t'arrive plus tard, je pense.
Du coup, c'est vrai que c'est pas les bonnes boîtes pour commencer, je trouve. C'est vrai, les meilleurs, c'est vrai que c'est un bon point, potentiellement, ouais, que effectivement démarrer par un truc un peu plus, un peu moins processé, ça peut aider. Ouais, et puis tu vois pas tout le process. Tu vois, moi, quand j'étais chez M6, tu vois pas tout le process. En fait, tu sais pas comment publier une app. Il y a plein de trucs que tu vois pas. T'es sur ta petite partie et tu sais pas comment mettre des notifs parfois. Je pense qu'il y a des personnes qui bossent sur depuis 10 ans et qui savent pas mettre de notifs sur une app. Donc, l'achat in-app, moi, j'avais jamais touché à ça, tu vois. Alors que bosser en startup, bah, tu vois, bah, l'achat in-app, les notifs, les machins, les analytics, si tu vois un truc beaucoup plus large, je trouve ça vraiment beaucoup plus intéressant. Donc, mais ouais, c'est intéressant. Et après, apprentissage, bah ouais, en France, c'est encore assez mal vu. Mais ça commence à évoluer, je trouve. Alors qu'en Suisse, par exemple, l'apprentissage, c'est super bien vu et ça marche super bien, quoi. Il y a plein de métiers qui sont propices à ça. Et ouais, moi, je le conseille. Ah bah, j'avoue, ouais, effectivement, que c'est, enfin, quand t'as l'opportunité de mélanger un petit peu ce côté théorique et pratique, c'est très souvent une très bonne formule pour apprendre les choses. Ouais, c'est clair, non, c'est clair. Ouais, donc ouais, j'avais vu ça que t'avais bossé pour l'armée de terre. Qu'est-ce que j'avais vu d'autre aussi? J'ai vu que t'as investi dans Conto. Ouais. Alors Conto, ouais, grande histoire d'amour avec cette boîte. Ouais. Déjà pour alors la banque de 3 de mes 4 sociétés. Ouais, bah nous aussi, ouais, Conto à fond, un super produit, super. Enfin, rien à dire. La quatrième est pas chez Conto pour d'autres raisons et je peux te dire que quand je vois la différence, ça fait mal. Ouais. C'est vraiment des années-lumière, mais bref, je sais pas. Bah, je trouve ça intéressant. Pourquoi elle est pas sur Conto la dernière, tu peux le dire ou... La dernière, c'est une SCI, c'est la boîte avec laquelle j'ai acheté mes bureaux. Et donc, du coup, forcément, elle est à la banque qui m'a fait le crédit pour acheter les bureaux. Ok. Voilà, je ne sais pas la banque. Je peux te dire que les process sont vraiment complètement différents. Et encore une fois, c'est pas un jugement complètement critique que j'ai parce que forcément, c'est une banque qui est là depuis beaucoup plus longtemps, qui a de l'historique, etc., etc. Mais c'est vrai que, alors juste pour la petite anecdote, pour signer le prêt, j'ai dû quand même recopier à l'écrit l'équivalent de il y a 4 complètes. Et ils m'ont fait réécrire 3 fois parce que j'avais fait une rature. Ah ouais, non, c'est une catastrophe. Mais oui, c'est vrai que c'est des boîtes qui sont depuis longtemps. Des process qui sont quand même incroyables. Mais bon, il y a déjà des choses en place et tout. Et donc, au-delà d'être mes banques aujourd'hui, ça a été mon tout premier client. Début 2019 en fait, et que j'ai lancé cette offre de cabinet de recrutement pour des développeurs iOS. C'est la première société avec laquelle j'ai signé à l'époque. Il y a déjà de l'affect de ce côté-là parce qu'on a commencé à bosser ensemble très tôt. J'ai organisé énormément de meet-up dans leurs locaux. Dans leurs locaux actuels, dans leurs locaux rue Lafayette avant, dans leurs locaux rue du Sentier pas loin d'ici encore avant. Donc il y avait aussi ce côté événementiel qui faisait qu'on s'y croisait assez souvent. Et donc du coup c'est vrai que quand ils ont ouvert l'opportunité pour leurs clients de devenir investisseurs, je me suis dit, bon, c'est la suite logique. Donc stylé. Stylé, ouais. C'était pas si vieux en plus par curiosité comme ça. T'as mis combien dans Conto? Enfin, comment ça marche pour investir dans Conto à l'époque, c'était en 2022, je crois. Alors c'est un truc qu'ils ont fait qui est assez particulier, c'est-à-dire que ils ont ouvert une portion qui était pour des investisseurs qui étaient parmi leurs clients. Ok. Voilà, et donc là les tickets étaient limités à 10 000. C'est quand même pas des gros tickets. Et évidemment, on n'est pas au même niveau d'investissement. Bien sûr. Évidemment, gros investisseurs historiques. Mais je trouve que c'est un très bon move qu'ils ont fait parce que c'est une très bonne manière vraiment d'impliquer leurs clients, leurs ambassadeurs presque en fait. Vraiment les gens qui sont avec eux, comme moi en l'occurrence, qui sont avec eux depuis longtemps, qui aiment le produit, qui suivent le produit, qui en suivent les évolutions. Donc c'était un peu ça la raison du move. Et puis voir aussi ce que faisait le fait de passer du côté investisseur dans des boîtes. Donc j'ai investi chez eux dans une autre boîte aussi. Voilà, c'était un peu par curiosité aussi. Ok, non mais carrément. Et ça se passe comment quand tu investis dans une boîte comme ça, mais en tant que petit investisseur et que j'imagine que vous êtes nombreux? Comment ça se passe? Ils vous font des retours de temps en temps? Je sais rien. Comment ça se passe derrière? Ouais, on a un événement annuel pendant lequel on se retrouve. On a un peu les infos en avant-première de ce qui se passe. On a évidemment au courant de l'année aussi pas mal de news qui tombent sur les choix stratégiques, les gros chantiers qui sont en cours, etc. Donc voilà, ça permet de suivre un petit peu de l'intérieur ce qui s'y passe. Après, dans l'absolu, je pense que je suis très loin d'être un bon investisseur. Ça demanderait quand même beaucoup plus de temps, etc. Mais par curiosité, j'étais curieux de tenter l'aventure. Ok. Tu penses que tu vas récupérer ton argent que tu as investi là-dedans, là? Alors, je t'avoue que ça a vraiment pas du tout été fait dans ce ouais, bien sûr, c'est toujours intéressant. Voilà, c'est de l'argent que j'ai mis là, comme j'aurais pu le bloquer sur, je sais pas, sur un compte. Donc, trop bien. Non, je t'avoue que je sais même pas ce que ça vaut aujourd'hui. Ok. Donc, non, je réfléchis pas trop. Ok. Intéressant. Ok. Et bah très bien. C'était un peu ce que j'ai trouvé sur toi. J'ai trouvé d'autres trucs comme ça. C'est toujours intéressant de voir un peu ce qui est fait derrière. Ouais. Ok, événementiel qu'on en a parlé. Bah allez, une petite transition du coup. Avant, on va parler à la fin de Titan, mais avant de parler un peu plus globalement de Titan, je vais revenir un peu sur un petit quiz.
Ouais, tu vas avoir plusieurs phrases. En fait, je vais dire des phrases. Tu vas me dire si elles sont ignobles, donc si tu penses qu'elles sont pas bonnes, ou si tu penses qu'elles sont bonnes. Donc voilà, bonne opinion ou ignoble opinion. Donc voilà, ça va être un peu ça le concept. Hein. Yes. Donc, les premières phrases. Hein. Faire des salons et rencontrer du monde, c'est important. Ah, pas ignoble du tout. Là. C'est l'antithèse. Ouais, bah, pour moi, là, tu prêches à un convaincu. C'est vraiment, à la base de tout ce qu'on fait, qui plus est quand on commence à être dans l'entrepreneuriat, c'est que de l'humain derrière, quoi qu'il en soit. Donc évidemment que la présence sur des événements, et quand je dis des événements, j'entends bien événements au sens offline de la chose, c'est-à-dire des événements où on se voit en vrai. Parce que, évidemment, quand on est sorti d'une pandémie pendant laquelle on a vu qu'il était possible, pour plein de raisons, de faire beaucoup de choses à distance. C'est vrai, je suis d'accord avec ça. Mais malgré tout, ce lien humain, ce contact humain qu'on a quand on se voit en vrai comme nous là maintenant, c'est pas la même chose que si on était à travers un écran. Et donc, c'est pour ça que moi, ça garde une grande valeur pour moi. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'avec Tech Connection, on continue à organiser autant d'événements présentiels. Parce qu'il y a vraiment cette chose, ce lien qui se crée uniquement quand on est vraiment ensemble. Et donc, il faut savoir libérer du temps, de l'énergie, de l'argent pour pouvoir assister à ce genre d'événements-là, pour créer ces liens-là. Parce que c'est difficile sur le coup de se rendre compte de l'importance que ça peut avoir, parce que faut pas avoir une attitude en mode tu veux calculer un ROI sur ce que tu fais, c'est pas possible. Ouais, bien sûr. Ouais. D'avoir un truc aussi calculé là-dessus, c'est pas le but de toute façon, mais tu sais jamais ce que ça peut donner. Et moi, l'expérience m'a toujours montré que être présent, rencontrer du monde, ça retombait toujours de manière bénéfique. Intéressant, parce que tu bosses avec Chris, du coup. On en parlait un peu ce midi. Je disais que Chris était anti-ça, anti-meetup et tout. Et il est souvent clivant là-dessus. Il dit, allez, arrêtez de sortir, faire vos trucs et tout. Et il est complètement clivant. Et comment ça se fait que vous êtes complètement clivant, enfin, deux côtés sur cette. Non, c'est ce sujet. C'est ce qui est super, justement. C'est ce qui fait qu'on est hyper complémentaires aussi. C'est-à-dire que lui, il a cette flow monumental de followers sur LinkedIn et cette présence très, très forte sur les réseaux. Là où moi j'assiste à 2 ou 3 événements présentiels par semaine à Paris, et ça depuis des années. Donc du coup forcément on s'adresse pas aux mêmes personnes, on leur parle pas de la même manière non plus, mais du coup c'est hyper complémentaire, parce que là on a à la fois la force d'avoir cette très forte présence sur les réseaux tout en ayant une très forte présence en présentiel aussi. Et donc du coup en fait finalement c'est hyper complémentaire, et ça tombe très bien, parce qu'il est beaucoup plus doué que moi sur les questions de réseau. Moi je m'éclate beaucoup plus que lui sur les sujets événementiels. Donc finalement, voilà, on trouve chacun notre compte, on est bien là dans ce qu'on fait, et puis la somme des deux fait un truc qui nous permet d'avoir un reach beaucoup. Ouais, je vois bien. Ouais. Et comment t'abordes les gens pendant les événements? Parce que c'est toujours le truc je pense que c'est pour ça qu'il dit ça, Chris, c'est que souvent, t'arrives, tu te pointes, t'es comme ça, et tu sais pas à qui parler et tout, tu te perds un peu, et je pense que c'est ça qui le fait peur aussi. Comment toi t'abordes, t'arrives en meet-up et tout, comment tu vas voir les gens Très bonne question, c'est une super question. Alors, dans mon cas, moi, c'est un peu particulier, parce que comme ça fait très longtemps que j'en fais, je commence à connaître pas mal de monde, donc c'est quand même assez rare que je me pointe à un événement et que je connaisse pas au moins 3, 5, 10 personnes. Et puis les gens viennent peut-être vers toi aussi. Les gens viennent vers moi aussi, donc moi, j'ai moins ce problème-là. Mais par contre, je reste complètement conscient que c'est un souci pour certaines personnes. Et donc, du coup, on a préparé un nouveau format pour nos conférences de Tech Connection qui arrivent là cette année. On appelle ça le cercle. Et en fait, l'idée, c'est de délimiter un endroit dans la conférence où les gens qui sont seuls peuvent aller pour rencontrer d'autres personnes. Ah, stylé. Donc, on prévoit d'avoir au moins un animateur à chaque fois qui sera présent et qui sera là pour faciliter un petit peu. Et donc, dès qu'il voit qu'il y a une personne qui rentre dans ce cercle, il s'occupera d'aller entamer la discussion avec la personne, essayer de trouver une autre personne. Ah, c'est pas mal ça. Et donc ça, voilà, c'est quelque chose qu'on veut essayer qu'on met en place. On a 3 conférences qui arrivent au mois d'avril, les 22, 23 et 24 sur React, React Native et Flutter. Donc on va traîner ce nouveau format pendant ces conférences-là, en incitant dès le début de la conférence pour bien expliquer aux participants qu'il y a ce système qui est en place. Et si tu veux, il est même, pour aller un peu plus loin dans la réflexion, il est même à 2 usages. Évidemment, pour les gens qui sont seuls, parce que tu viens à une conférence, ça arrive très souvent, tu connais personne, etc. Donc, on peut essayer d'aider là-dessus, parce que les gens seuls rencontrent d'autres gens. Mais ça, c'est aussi valable pour les gens qui viennent à plusieurs. Parce que ça, c'est le risque un peu miroir. Quand tu vas à plusieurs à un événement, ce qui est très bien, tu es très content de partager ces moments-là avec des collègues, etc. Mais le risque est très fort, c'est que tu restes
tout l'événement avec tes collègues et que tu n'ailles pas trop vers les autres. Ouais, j'allais venir. Nous, chez les Ignobles, on est 5 associés et on fait des événements sur Annecy. Donc, en plus, c'est pas un milieu très tech, très iOS et tout. Il y a pas beaucoup de dev mobile, il y a pas beaucoup de designers et tout. Et du coup, souvent, les events, on y va, on arrive à 5 comme ça. On va pas trop voir les gens parce que parfois, en plus, on est jeunes, nous. Donc, ça, c'est à la barrière tech, iOS, enfin, dev mobile où ils connaissent pas trop, où ça les intéresse pas trop. Ouais. Et la barrière de l'âge parce que souvent, là-bas, c'est un peu plus âgé que nous. Et du coup, et plus on arrive à 5 et du coup, on est là 5 comme ça. Et du coup, souvent, en fait, on finit par pas trop parler aux gens. Ouais. Et puis, on retourne parfois à notre bureau, quoi. Donc, c'est un peu dommage, je trouve. Ouais, c'est ça. C'est souvent un peu le risque quand tu arrives à plusieurs. Et donc, on essayera à travers cette initiative qui est le cercle, évidemment d'inciter les gens qui sont seuls à y aller, mais aussi d'inciter les gens qui sont en groupe. Ouais. Pour éviter d'avoir ce syndrome où voilà, des gens qui arrivent à 2, 3, 5, 10 un événement, repartent à 2, 3, 5, 10 et finalement, alors on passait évidemment un très bon moment avec les personnes avec lesquelles là, mais on n'a pas eu l'opportunité de rencontrer de nouvelles personnes et encore une fois, nous c'est en se rencontrant pendant des événements comme ça qu'on a fini par monter une boîte ensemble et donc c'est pour ça qu'on pense qu'il y a vraiment de la valeur là-dessus et qu'on veut inciter les gens à repartir de nos événements avec quasiment autant de connaissances techniques que de rencontres humaines en fait. Ouais. Vraiment les Ok, intéressant, le cercle. Ok, on va tester ça aussi, le petit cercle. C'est pas mal, ouais. Ok. Alors, deuxième affirmation. Deuxième phrase. L'apport d'affaires, c'est du vol. Ignoble ou pas ignoble? Alors, ignoble, du coup, si le fait que dire que c'est du vol. Ouais, donc la double négation, du coup, pour dire que c'est bien. L'apport d'affaires, donc oui, nous, alors, c'est quelque chose qu'on fait énormément côté Titan, côté collectif. Pour résumer simplement la situation, en gros, dans le monde du freelance, dans le monde de la mise en relation de manière générale, hein, quel que soit le domaine dans lequel tu travailles, ça pourrait être de valeur pour l'immobilier aussi. Généralement, une entité qui fait de la mise en relation, elle doit mettre en relation deux parties. Oui. Et donc, du coup, ça veut dire que qu'est-ce que tu fais toi en tant que personne qui fait de la mise en relation? Des fois, tu as une partie, mais tu n'as pas l'autre. Et donc, l'apport d'affaires, ça va être t'aider à trouver l'autre partie, entre guillemets. Et donc là-dessus, ça reste hyper intéressant pour nous. Donc concrètement, dans le cas du freelancing, on a une entreprise qui vient nous voir, qui a des besoins de freelance. Nous, on a des développeurs freelance dans le collectif qui peuvent répondre à cette demande. Et donc, on va placer ces développeurs freelance chez le client en question. Et donc, on va prendre une commission au passage, considérée comme de l'apport d'affaires. Alors, en vrai, c'est un plan qui est win-win-win, c'est-à-dire que le client a trouvé son freelance, le freelance a trouvé sa mission, et nous, en tant qu'intermédiaire, on touche une commission. Donc en fait, tout le monde est gagnant. Ouais. Donc c'est vrai que y a des gens qui vont râler là-dessus. C'est souvent pas grand-chose de business. Non, ça n'a rien de sale. C'est vieux comme le monde, comme mode opératoire. Ça existe dans toutes les industries. J'ai évoqué l'immobilier, mais il y a évidemment plein d'autres éléments. Ce qu'il faut bien prendre en considération, c'est que nous, en tant qu'intermédiaire, n'est pas indispensable. C'est-à-dire que dans l'absolu, même dans le cas de l'immobilier, tu vois, tu as quelqu'un qui vend un appartement, tu as quelqu'un qui veut acheter un appartement, ils n'ont pas nécessairement besoin d'un agent immobilier pour se trouver. Sauf que ça peut prendre plus de temps, voire ne jamais aboutir sans l'intervention d'intermédiaire. Donc, c'est pour ça que nous, quand on travaille aussi bien avec des clients qu'avec des freelances, on s'assure aussi de part et d'autre qu'ils sont à l'aise avec ce fonctionnement-là. Parce qu'il y a des gens pour lesquels qui vont dire « non, mais moi je comprends pas que vous preniez une commission parce que le freelance, vous l'avez placé il y a 6 mois, vous continuez à prendre une commission. » C'est pas ouais. Si, en fait, si la mise en relation aboutit, c'est que nous, on a bien fait notre travail. Donc, si on a bien fait notre travail, il est normal qu'il soit rémunéré. Mais c'est vrai que je continue à entendre, et je pense que... Oui, tout le temps, c'est les gens qui se plaignent sur le format de toute forme d'intermédiaire, en fait. Ouais, c'est un sujet assez clivant. Chris en parle bien. Hein. Ouais. Il a fait un post cette semaine, je crois. J'ai fait 43 000 € en 30 minutes et je crois que ça a bien fait parler. Il a le ton et l'art de présenter les choses sous un angle qui vont générer de la réaction. La réaction, ouais. Mais c'est vrai aussi que finalement, cette tonalité-là, ce ton qu'il a, ça nous aide aussi beaucoup, justement, à éviter de nous retrouver dans des situations où on va commencer à devoir travailler avec des gens qui sont en désaccord avec notre modèle économique. Bien sûr, oui. Et le désaccord, encore une fois, du modèle économique, qui vient de la non-compréhension du modèle économique. Ouais, ils ont vraiment l'impression qu'on est là à s'en mettre plein les poches, sans rien foutre, ce qui est absolument pas le cas, parce que là, ce que ça. Mais comme souvent, voilà, c'est des gens qui jugent de l'extérieur sans connaître vraiment. Ouais, c'est ça. Faut le faire une fois. Moi, je bosse avec Chris sur un des projets avec lesquels on est. Ça fait 1 an qu'on bosse avec la boîte. C'est lui qui nous a mis en relation.
Et puis ça se passe super bien. J'ai aucun souci à lui faire ses virements parce que ça se passe super bien. Alors c'est pas des grosses sommes, hein, c'est un petit client, mais voilà, moi je pense qu'une fois qu'on a trouvé ce truc-là, et je me dis il y aurait pas eu Chris, on n'aurait jamais rencontré cette boîte. Et puis voilà, c'est ça c'est le jeu. Hein. Franchement, mais c'est vrai que c'est vrai que pour beaucoup, ça reste un frein, ce truc-là. Il y a une espèce de blocage à se dire, ils se font de l'argent sur mon dos, etc., etc. Voilà. Bon, faut prendre un petit peu de recul, encore une fois, dans ces situations-là pour bien comprendre ce qui se passe. Ouais, c'est clair, c'est clair. Alors, troisième petite phrase, on peut devenir développeur sans faire d'école. Très gros. Alors, très bonne question, très gros sujet. Alors, je dirais pas ignoble. Ouais. En réponse à ça. Alors, pour le coup, c'est un sujet sur lequel j'ai pas mal bossé, sur les problématiques de développeurs juniors, etc. Parce qu'il y a évidemment un sujet qui est un sujet de fond qui arrive chez nous, comme d'habitude, 5-10 ans après les US, mais qui est quand même arrivé depuis quelques temps maintenant ici sur la reconversion professionnelle, qui est devenue une espèce de voie presque obligatoire maintenant. C'est presque obligé de changer de carrière dans ta carrière. Hein. Nos parents, grands-parents avaient des carrières de 20, 30, 40 ans dans la même boîte. Aujourd'hui, la reconversion professionnelle, c'est un truc qui est plus qu'acquis, qui est plus qu'admis. Et derrière ça, forcément, les métiers du développement et de la tech sont une cible privilégiée parce que ce sont des métiers qui sont pénuriques. Ouais. Les entreprises manquent de développeurs. Et donc, du coup, pour des gens qui ne connaissent pas l'écosystème, ça semble être une porte de sortie intéressante. Alors, dans le lot, comme pour tout métier ou tout genre de situation similaire, tu as des gens qui vont être juste là parce qu'ils ont vu de la lumière. Ouais. Pas du gain parce qu'ils ont entendu qu'on gagnait bien sa vie quand on était quand on était dans la tech, mais qui n'ont pas de vraie envie ou de vrai goût pour le métier derrière. C'est un métier passion, le métier de développeur. Donc, si tu te forces à le faire, je pense pas que tu vas en faire grand-chose, quoi. Ouais. C'est un peu difficile. Mais par contre, ce qui reste compliqué, c'est qu'il y a un dernier pan de la population qui sont des gens qui ont peut-être eu un début de carrière, ou même certains des fois qui sortent juste de leurs études, qui veulent se diriger vers le dev ou vers la tech. Et là, pour le coup, il y a toute l'explosion des bootcamps qu'il y a depuis des années et des années, qui permettent de se former de manière très rapide sur certains sujets tech. Moi, j'ai accompagné Apple pendant pas mal de temps. En 2019, ils ont lancé un bootcamp en France qui s'appelle l'Apple Foundation Programme, sur lequel j'étais formateur et sur lequel j'ai monté une partie de l'équipe des formateurs. Et en gros, c'est un format qui existe toujours d'ailleurs, qui est sur 4 semaines et qui prend des gens qui n'ont aucune connaissance technique au début et qui, en 4 semaines, leur montre un petit peu les clés du fonctionnement de comment développer une application mobile. Alors évidemment, tu te doutes bien qu'au bout de 4 semaines, t'es absolument pas un développeur confirmé derrière, ni même capable d'intervenir en production. Faire une calculatrice, mais... Ouais, tout ça. mais l'idée de ce genre de programme, c'est plus aussi de donner l'étincelle, de montrer, et puis c'est à l'issue de ce programme-là qu'il faut enchaîner sur d'autres programmes derrière pour s'en sortir. Donc, pour revenir à ta question initiale, oui, pour moi, c'est possible de devenir développeur, même quand on a été boulanger pendant 15 ans, garagiste pendant 7 ans, commercial pendant 20 ans, que sais-je. Je pense qu'il faut quand même, une vraie passion, que ce soit pas juste par opportunisme, premièrement. Et 2, il faut une sacrée résilience, parce que le problème derrière, c'est que les entreprises sont pas du tout encore au diapason des profils en reconversion. La plupart des boîtes continuent à avoir des grilles de lecture de leurs candidats potentiels qui sont basées généralement sur les études qui ont été faites. Le monde du travail s'est pas encore adapté à cette reconversion professionnelle, et donc c'est extrêmement difficile pour les entreprises d'évaluer un candidat qui est issu de la reconversion. Ok, ouais, je me demandais, vous avez pas mal de recrutement, vous placez pas mal de personnes. Ils regardent encore beaucoup les CV et l'école. Il n'y a pas encore, enfin, un portfolio aujourd'hui, ça fait pas l'affaire. Un portfolio d'app, ça fait pas l'affaire. Alors, j'aurais plus de mal à te le dire aujourd'hui parce que là, ça fait plus de 2 ans que j'ai arrêté complètement la partie recrutement. C'est-à-dire que je suis que sur les freelances et sur les freelances. Oui, même en freelance, ça, je veux dire. En freelance, c'est beaucoup plus souple. On n'a pas ce genre de considération. Ça, c'est quand même plutôt des considérations de boîtes un peu plus institutionnelles, et c'est plutôt dans le cadre du CDI qu'on va retrouver ça. Donc maintenant, il n'y a plus de... J'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Je sais plus où on en était, les CDI, c'est les personnes, qu'est-ce qu'on disait, si, les diplômes, c'était pour les personnes qui n'ont pas de diplôme, qui veulent se lancer qui veulent se lancer dans le dev, des trucs comme ça. Non, après, si on a fait le tour, on peut passer à la suite. Ça va très bien. Hein. Je pense qu'on a fait le tour. Quatrième petite phrase, enchaînons là-dessus.
le design est sous-coté dans le monde des apps. Ignoble ou pas ignoble? Ah bah pas ignoble, ouais, je pense que c'est clairement un vecteur numéro un de ce qui va faire qu'une app marche ou pas aussi. Donc, même une partie qui est hyper importante là-dessus. Et puis, on l'évoquait un peu plus tôt, c'est nous qui venons du monde du dev mobile où on bosse sur des problématiques front. Ouais. Bah, évidemment que c'est quelque chose que tu as envie qu'il soit bien fait parce que c'est quand même directement ce qui va être entre la main de tes utilisateurs. Donc, qu'il y ait un retour visuel, une apparence qui soit agréable, qui ait de la fluidité dans les transitions, les animations, etc., etc. Ouais, ça me paraît indispensable. Et puis, de toute façon, on sait très bien que ces sujets-là sont des business à part entière. Si tu reprends Trainline, Captain Train à l'époque, Ouais. C'est quand même une boîte qui s'est montée sur le fait de simplifier l'utilisation. C'est-à-dire que c'est pas comme si le service d'achat de billets de tickets de train n'existait pas. C'est juste qu'ils ont fait la même chose, mais mieux. Ouais. Et donc finalement, c'est quasi... ça. Mais ça s'est beaucoup joué sur des problématiques de design, du UX, etc. Donc oui, tout à fait. Pour moi, Ouais. Ouais, c'est encore un gros problème. Il y a beaucoup d'apps où nous, il y a des clients parfois qui ont du mal à mettre de l'argent dans le design. Et par contre, en dev, ils disent, on part direct en dev et tout. Ben, pas du tout. Et il y a encore beaucoup de personnes qui pensent que le design, on verra plus tard. Ou alors le design, les devs peuvent faire une partie. Ou alors je vous fais des petites maquettes sur, on a eu quoi? J'ai eu un client sur PowerPoint. Enfin voilà, des trucs un peu. Et en fait, le design pour moi est parfois même plus important parce que bah ils sortent leur app. Moi, je vois les apps qui sortent sans design. T'es capable de dire en 10 secondes que ça marchera, mais jamais de la vie. Mais jamais, alors le que... look and feel du design fait par le... Ah bah oui, mais ça se voit direct et tu sais en 10 secondes que cette app ne marchera, mais jamais. Donc ouais, faut faire gaffe à ça, le design, pour moi, ouais, il est bien trop ce côté encore aujourd'hui et c'est dommage. Un point aussi, c'est qu'il faut quand même avouer qu'en tant que développeur, on est... Ouais, ça c'est un truc, Il y ouais. a beaucoup de devs qui ont une vraie fibre. Qui ont vrai l'œil, ouais, et ça se démarque bien. Qui ont l'œil pour voir que c'est moche, ouais. C'est une chose, ça on est nombreux à l'avoir, je pense. Ouais. Mais qui ont l'œil pour créer d'eux-mêmes quelque chose de beau. Pas toujours évident, ouais. C'est pas toujours évident, ouais. Ouais, c'est clair, ouais. Bah, souvent, ça sort d'écoles d'ingénieurs et c'est pas forcément les priorités. Après, il y a des formations aujourd'hui qui font un peu de... Moi, j'ai fait une formation MMI, ça s'appelle. En fait, on va toucher un peu à tous ces métiers, donc dev, un peu de design, un peu de com et un peu d'audiovisuel. Et là, pour le coup, on a mis un peu la main dedans, donc c'est plus cool. Donc, j'étais moins bon en sortant de l'école qu'un dev. Par contre, bah, j'avais cette petite patte design et ça, c'est vachement intéressant, je trouve, aujourd'hui. Donc voilà, design. Ben voilà, on a fait le tour de ces petites questions pour le quiz. Donc pas mal. Donc on va revenir maintenant sur Titan. On n'a pas parlé en détail. Première question, quelle idée de monter le collectif? Du coup, c'est toi qui allais vers Chris, qui allait vers toi. Vous êtes trois, non? Alors on est deux. Vous êtes deux? Ouais. Alors en fait, ce qui s'est passé pour la petite histoire, c'est que donc moi j'ai démarré en 2019 sur du placement de CDI. Ouais. Et en 2021, j'ai commencé à me poser des questions parce que j'étais quand même pas mal sollicité déjà à l'époque par des profils en freelance qui avaient beaucoup de demandes et qui étaient déjà assez nombreux à ce moment-là. Et donc, au début, je suis resté quand même focus sur le CDI. Et puis 2021, j'ai commencé à regarder un peu ce qu'il en était. Et en fait, le premier freelance que j'ai placé en 2021, c'était Chris. Ok. Ah ouais. Ouais. Alors, on se connaissait déjà de par l'écosystème iOS. Donc, on s'est déjà croisé dans des événements, des conférences, etc. depuis un petit moment. Ouais. Mais mon premier placement de freelance, c'était Chris, en fait. Ah ouais, 2021, c'est pas si vieux. Hein. C'est vrai qu'on a l'impression que ça fait 15 ans. Ouais, putain. Ouais, non, c'est pas si vieux que ça. Et donc, par la suite, il est parti bosser pour Biloba, qui est une boîte qui a été montée par un ancien associé à moi. Ok. En fait, on est de toute façon resté quand même assez proches ou en contact directement ou indirectement de ce côté-là. Ouais. Et en fait, Chris, il a commencé à bosser de son côté sur de l'apport d'affaires. Donc, il était sollicité pour des missions de freelance qu'il ne pouvait pas prendre puisqu'il était déjà en mission avec Biloba Bayer. Et donc, du coup, il a commencé par redonner les missions à des potes. Et puis après, il a vu que ça prenait bien. Donc, il s'est dit, peut-être que je peux prendre une commission au passage. Ouais. Et il l'a fait en mode apport d'affaires. Il prenait une commission au passage. Moi, comme je commençais à faire la même chose de mon côté avec SwiftJobs, qui était donc ma boîte de recrutement, on s'est retrouvé dans une situation, si tu veux, où assez régulièrement, on parlait avec les mêmes clients ou les mêmes freelances. Ouais. Et donc, du coup, on s'est dit que plutôt que de faire ça chacun de notre côté, autant mettre ça en commun. Comme en plus on avait cette complémentarité assez forte là sur le côté présentiel, distanciel, sociaux, événements physiques. Du coup, on a commencé à avancer comme ça. Ok. Et après, du coup, la brain pour le coup, c'est Chris, parce que là, il fait partie. Tu vas en parler tout à l'heure de développeurs qu'on un peu l'œil, ouais. Un peu pour le design. Moi, c'est pas du tout mon cas. Je suis mauvais là-dessus.
Mais lui, il est quand même assez affûté sur ces sujets-là, un peu de design, d'esthétique et tout ça. Et donc ouais, il a créé la brand et on est ensemble. Ok, top. Et du coup, c'est réparti comment en termes de pourcentage dans cette boîte-là? Est-ce que vous ramenez chacun tous vos clients dedans? Comment ça est réparti? Est-ce que celui qui a le plus de clients va avoir plus d'argent derrière? Parce que c'est vrai que si tu fais ton apport d'affaires, que ça marche déjà bien, c'est quoi le plus de faire cette boîte-là, quoi? Alors aujourd'hui, il n'y a pas une structure dédiée. Ah d'accord, ok, La boîte qui est dessous, ça reste sous Jobs. ok, d'accord. C'est à moi historique pour la simple et bonne raison que ça faisait 5 ans qu'elle était là et que Ouais. j'avais déjà tout dans la boîte sur les contrats, les outils, Oui, bah, les process de recrutement, etc. Donc c'était plus facile pour nous deux de nous baser sur la base qui était ma société. Et après, on se redispatche en fait les coms tous les deux en fonction de qui a bossé sur quoi. D'accord, ouais, donc c'est ouais. Sachant du coup en gros que un placement de freelance, t'as à peu près 4 grandes actions dedans. Trouver la bonne mission, qui est clairement la problématique numéro 1. Ouais. Trouver le freelance pour aller avec la bonne mission. Le troisième point, ce serait de s'occuper un petit peu justement de toute la mise en relation, suivre les entretiens, faire les présentations, etc., etc. Et puis le quatrième point, c'est toute la partie admin légale. Donc signer les contrats avec les freelances, les devis, les bons de commande, etc., avec les clients aussi. Et puis après, pendant toute la durée de la mission, s'occuper de la facturation, parce qu'on est vraiment sur un modèle où nous, nos freelances nous facturent. Ouais. On refacture nos clients avec notre commission. Ok, ouais, c'est vous qui facturez les clients. Ouais, c'est ça, ouais. Et du coup, c'est là qu'on prend notre com aussi au passage, qui est à un peu moins de 100, enfin, aux environs de 100 euros au jour, quoi, à peu près. Ok. Et donc après, en fonction de qui est intervenu de nous deux sur ce schéma-là, on va prendre un pourcentage qui est différent. Et on a aussi lancé plus récemment un système d'apport d'affaires en interne pour les membres du collectif. Et on a plusieurs personnes dans le collectif qui nous ont apporté des missions. Et en fait, ça, c'est un modèle qui marche vraiment super bien parce que nos freelances, de manière générale, sont quand même les meilleurs ambassadeurs pour trouver des missions. Soit parce que ils sont directement chez un client, ils entendent parler d'un nouveau besoin chez ce client, donc ils sont vraiment en première ligne, ils ont l'info. Soit parce qu'ils ont été sollicités en tant que freelance pour une mission, mais qu'ils ne peuvent pas la prendre, quoi que ce soit. Et en fait, nous, derrière, on a tout ce qu'il faut pour transformer cette information-là en argent. Ok. Ouais, C'est-à-dire qu'un freelance, par lui-même, il peut s'occuper dans l'absolu de faire tout. Il apprend qu'il y a cette mission pour, je sais pas, mettons un dev Android dans une startup à Lyon, par exemple, tu vois. Il peut commencer par lui-même à chercher le dev Android qui pourrait faire l'affaire, s'occuper de faire la mise en relation, s'occuper de gérer les problématiques légales, le contrat, faire les factures, etc., etc. Il peut, dans l'absolu. Ouais. Mais c'est quand même du temps, de la connaissance qu'il n'a pas forcément. Là où nous, c'est notre quotidien, donc on a tout ce qu'il faut pour faire ça très facilement. Ouais. Et donc en gros, aujourd'hui, nous, on redistribue 30% de la marge qu'on fait à nos freelances qui nous font de l'apport d'affaires, donc qui viennent nous faire des missions. Ok, intéressant. Là, on a dans le collectif celui qui carbure le plus, il touche entre 5 et 6 000 euros par mois sans rien faire. Ah ouais, putain. Ouais. Ce qui nous a apporté une douzaine de missions, un truc comme ça. Ok. Sur lesquelles nous, on s'est occupé derrière de trouver les freelances qui allaient bosser dessus. On a fait les intros. Derrière, on gère, comme je disais, tout le légal et la facturation. Mais lui, du coup, il a les 30% de chacune des missions qu'on a staffées qui tombent tous les mois. Donc, rente. Ouais, bah tu m'étonnes, 5-6 000 sans rien faire. Enfin, sans rien faire, en ayant trouvé la personne au début. Il a trouvé l'émission. L'émission au début, ouais, parce que c'est vraiment c'est ça qui est assez particulier dans le monde du freelance par rapport au monde du CDI. C'est que dans le monde du CDI, t'as plein de boîtes, t'as pas de dev. Ouais. Les boîtes galèrent à trouver des devs. Dans le monde du freelance, c'est le contraire. T'as plein de devs, t'as pas de boîte. Ouais, c'est clair, ouais. C'est pour ça que la pièce la plus importante, c'est plus la mission. Ouais, c'est clair, ouais. Et d'ailleurs, là-dessus, comment ça se passe pour les clients? C'est eux qui viennent vers vous? C'est vous qui allez les chercher? Il y a de la prospection? Ou comment ça se passe? Ou alors, ils connaissent bien Titan, du coup, ils viennent vers vous? Ouais, ils viennent vers nous. C'est que de l'inbound parce que... Ok. Aussi que moi, on n'est pas des commerciaux à la base. Ouais. On n'a pas vraiment la connaissance, l'expérience, les outils pour faire de la prospection par nous-mêmes. Et accessoirement, c'est quelque chose qui nous fait chier. Ouais. Ouais, allez, envoyer un... Bah, nos trucs, hein, donc... Bonjour. Ouais, c'est ça, ouais. Enfin, tu vois, les campagnes de cold email et les compagnies, enfin, non. Enfer, ouais. Ouais, ça, c'est terrible. Non, c'est beaucoup d'entrants et encore une fois, si tu veux, c'est la complémentarité de nos réseaux qui fait que ça nous permet quand même de toucher pas mal de monde. Et puis, de toute façon, le message, la proposition de valeur du collectif est quand même extrêmement bien accueilli. Ouais. Ça plaît à beaucoup de monde. Il y a vraiment cette nouveauté, cette souplesse
qui va bien. Et puis le dernier point aussi que je vais peut-être pas préciser, c'est que tous les membres du collectif, c'est que des freelances qui sont seniors, c'est que des freelances experts, qui pour beaucoup en plus ont une vraie fibre entrepreneuriale en plus, vraiment dans le collectif, qui ont monté des boîtes par le passé, qui ont des boîtes en side project, etc., et qui ont du coup, si tu veux, un peu tous les bons éléments qui vont bien, c'est-à-dire vraiment une compétence, une connaissance technique d'experts qui permettent d'avancer bien, et puis un positionnement entrepreneurial qui leur permet de comprendre assez vite les enjeux, les besoins des clients chez qui ils vont bosser. Et donc c'est ça qui nous permet, nous, derrière, de proposer des freelances et des candidats qui sont vraiment top à nos clients. Ok, top, trop bien. Trop bien. Bah écoute, on approche de la fin du podcast. J'ai une petite dernière question. Tu vas lancer une formation bientôt, tu me disais tout à l'heure. Si tu veux en parler un peu. Oui, tout à fait, bah écoute, avec plaisir. Alors ça, c'est un sujet qui me trotte dans la tête depuis assez longtemps, en fait. Et c'est une problématique qui est toute simple, finalement, qui est la mienne dans l'absolu, mais qui est celle de beaucoup d'autres gens aussi, c'est les développeurs entrepreneurs. Ouais. Donc, qu'est-ce que ça fait quand tu as été développeur de devenir entrepreneur? En quoi ton passé, ton expérience de développeur va être un avantage ou pas dans ta carrière d'entrepreneur? Et donc, ça fait un moment que j'essayais de réfléchir à comment je pouvais articuler cette communauté-là. Je réfléchissais à est-ce qu'il faut un meet-up, est-ce qu'il fallait une conférence autour de ça, créer un Slack ou quelque chose un petit peu de ce registre-là. Et en fait, finalement, l'idée m'est venue d'approcher le truc plus sous la forme de la formation et donc de proposer à des développeurs qui veulent devenir entrepreneurs pour devenir freelance, pour monter des boîtes ou pour même pour ouvrir en Bretagne, ce que tu veux. De passer un peu de temps. Alors là, bon, pour le moment, je suis sur 2 heures en one-to-one pour expliquer un petit peu toutes les choses qu'on ne sait pas quand on est développeur, en fait, sur le fait d'être entrepreneur, tous les petits pièges à éviter. Ouais. Évidemment, les éléments qui vont nous aider, hein, toutes les compétences qu'on peut avoir en tant que développeur qui sont importantes et intéressantes, mais aussi et surtout tous les biais, tous les réflexes, toutes les habitudes qu'on a en tant que développeur qui sont pertinentes dans le cadre du développement, mais qui deviennent vraiment des freins ou des pièges quand on veut devenir entrepreneur. Ouais, je vois, ouais. Voilà, donc l'idée, c'est de lancer ça. Donc c'est embêtant en ce moment. J'ai mes premiers cobayes qui ont testé ça et les premiers retours sont très bons. Ok, lourd. Ok. Très bien. Petite idée du prix, tu sais pas encore sur les 2 heures Je sais pas du tout. Il faut que je pense à 200 balles. Ok. Voilà, il y a des choses qui restent à affiner parce que sur la durée, sur ouais, bien sûr, ouais. mettre dedans, etc. Donc c'est pour ça justement que je suis très content d'avoir des premiers participants qui testent avec moi pour voir justement un petit peu s'il manquerait des choses. Ouais, un sujet, de manière à pouvoir la peaufiner et proposer quelque chose. Ouais, ça va, t'es plus souple que Chris. Je crois que elle a combien son heure pour l'apport d'affaires? Je sais plus quoi. Ouais, c'était 1000, ouais. Ça pique un peu plus, mais bon, ça fera ma différence. Il s'adresse à des freelances aussi qui sont les mêmes. Ouais, évidemment, ouais, c'est sûr. Salariés qui peuvent faire passer ça sur des frais de société aussi. Ouais, bien sûr. Ouais. C'est sûr. Eh ben, écoute, je crois que j'ai fait le tour un peu de mes questions. Petit dernier truc, est-ce que tu as une personne à conseiller pour un prochain podcast? Un exemple. Je l'ai proposé à Chris, mais il fait plus trop de podcasts. Il en fait un. Il fait son podcast à lui, mais il va plus trop dans les podcasts de ce qu'il m'a dit. Donc, je vais l'emmerder un peu, Chris. Si tu nous regardes, je vais l'emmerder un peu. Il va venir ici. Peut-être Jérôme Alves. Ah, qui était développeur iOS chez Datadog. Ouais, il est à Toulouse, lui, non? Il est du côté de Toulouse. Ouais, Jérôme, ça peut être pas mal. Ouais, c'est vrai que je le vois de temps en temps sur LinkedIn. Ouais. Qui vient de se lancer à son compte, justement, en tant que. Ouais, je trouve qu'il y a lui, ouais. Et qui fait aussi partie de ces rares développeurs qui ont aussi un œil pour design, ouais. Design. Ok, Jérôme Alves, c'est pareil, Jérôme Alves sur le canapé bientôt, parfait. Et je vais le contacter pour la prochaine. Et écoute, Greg, merci beaucoup, c'était cool, merci beaucoup cette petite discussion. Merci beaucoup à toi, Kylian, c'était vraiment chouette, effectivement, très bon format que ce podcast, et je pense qu'il a beaucoup de choses à apporter à des devs mobiles, justement, pour leur donner un peu des bonnes idées sur ce qu'on peut faire aussi en dehors du dev, quoi. Carrément, avec plaisir. Et merci beaucoup, et puis fin du podcast, à bientôt. Salut.